Ce matin, j'aimerais vous donner une idée de la façon dont les résultats du recensement de 1911 peuvent être utilisés par les historiens sociaux pour reconstituer la façon dont les Irlandais vivaient à l'époque. Ils ont été numérisés par les Archives nationales de l'Irlande l'an dernier. C'est un projet qui a enthousiasmé les professeurs et les chercheurs amateurs parce que c'est une occasion rêvée de rechercher ses aïeux, mais aussi pour voir comment la ville a évolué, comment les habitants vivaient et sont morts et comment ils ont mené leur vie quotidienne. Je vais donc vous donner un aperçu général de ce vécu quotidien. Lorsque le projet a été lancé, ça m'a rappelé un ouvrage que j'ai vu à la fin des années 80 à Dublin, appelé The Gorgeous Math. C'est un ouvrage publié par Trinity College, l'atelier d'histoire, et discutait du 19e et 20e siècle. Le titre venait de Jonathan Swift, doyen de St. Catherick's Cathedral, un politicien, polémiste, quelqu'un qui avait une grande préoccupation pour les pauvres de Dublin. Pour lui, Dublin, c'était le masque du désarroi de l'Irlande. Il a parlé de la misère à Dublin entre 1725 et 1735. Surtout, il voulait savoir ce qu'il fallait faire avec les pauvres étrangers. Il évoquait non seulement ceux qui venaient de l'étranger, mais aussi des régions rurales qui se rendaient à Dublin, qui montaient à Dublin. Hier, on a beaucoup entendu parler des périples que les gens ont fait pendant la famine pour venir au Canada et ailleurs, mais il y avait aussi des déplacements au sein même du pays en direction de la capitale. Jonathan Swift a posé la question, a demandé ce que l'on pouvait faire, surtout dans le contexte du fait que cela obérait les ressources de Dublin. C'était une source d'inquiétude, surtout en matière d'ordre public. Jonathan Swift parlait également de l'ivrognerie des pauvres de Dublin. Il parlait là de choses que la population ne voulait pas voir. Swift et d'autres auteurs à l'époque ont commenté cette ville de contradiction. Il y avait des gens extrêmement riches. À l'époque, la ville était la deuxième ville de l'Empire britannique, une ville splendide avec des bâtiments, des monuments magnifiques, conformes au canon de l'architecture. Mais il y avait aussi une misère pitoyable derrière cette façade. Dublin, en 1911, était toujours le masque magnifique de la misère. Et cela se voit dans le recensement de 1911. On peut aussi, évidemment, relater la splendeur et la richesse de l'époque. C'était encore une ville importante. C'était une petite ville. C'était une ville élégante. Une ville qui avait une population de 475 000 habitants. Il y avait beaucoup d'immeubles de renom qui la plaçaient bien au deuxième rang des villes de l'Empire britannique. Mais à cette époque-là, ces immeubles étaient l'héritage d'une époque antérieure. En 1911, la ville n'est pas tant la deuxième ville de l'Empire plutôt qu'une ville nationaliste. Il faut être conscient de l'ampleur où la ville commence à contester l'Empire britannique. Si vous examinez les symboles et l'essentiel du gouvernement britannique, il faut être conscient du château de Dublin. Même s'il y avait un regain nationaliste, un des plus grands écrivains irlandais a parlé de l'immense fierté qu'il a eue quand il grandissait, du fait qu'il faisait partie de l'Empire britannique.
il s'énorgueillissait de pouvoir évoquer le roi, la reine et le reste de l'aristocratie. C'est une ville qui se distinguait encore par son patrimoine georgien, son architecture georgienne. Il y avait une élégance associée à cela. Je pense à Marion Square, Fitzmillion Square, les parcs élégants de la ville et dans sa périphérie. On voit donc une ville qui avait un passé très glorieux sur le plan des symboles du gouvernement britannique et ses manifestations et de sa splendeur. Mais il y en avait d'autres à l'époque qui voulaient du confort. Trumpet City, un roman qui se situe à cette époque, il est fait allusion à un personnage qui prenait le train de Kingstown, en périphérie de Dublin, pour venir au centre-ville, et il parlait de toutes les choses magnifiques qu'il voyait sur le trajet. Il aimait les yachts, les formes bleues de Old Hilt. Il était à l'aise. Il trouvait que la ville avait la chance d'être située si près de la mer. Il aimait en particulier l'air marin, salé, et la facilité de la conversation. Il y avait d'autres qui sont venus à des conclusions semblables au sujet de l'attrait de noble. William Dassel a produit un livre en 2012. Il disait que la ville avait la réputation d'une ville où tout se passait bien, sans difficulté. Donc, la ville était bien dans sa peau. Il y avait un Dublin riche, malgré l'ascendance des protestants. Les professionnels catholiques et la classe d'hommes d'affaires catholiques avaient commencé à s'approprier les rênes de la ville. Souvent, c'était un endroit où les gens percevaient le changement qui survenait. 83% de la population, 13% de la population, appartenait à Church of Ireland ou étaient protestants. Beaucoup sont allés s'établir en banlieue. C'était les bastions des unionistes. L'installation là-bas a été félicitée par l'installation du train, des trains électriques ou des tramways électriques. Et la ville était divisée par la richesse, par la religion et par les classes. Aussi, au début des années 20, à cause de ces clivages, les possibilités de contact entre les classes s'amenuisaient. Ils avaient leur propre endroit protégé, si vous voulez, dans leur ville, des Gentlemen's Club. Il y a aussi les conséquences que les déménagements ont eues. No problem. Vous pouvez voir que la ville a été créée au XXe siècle, surtout lorsqu'on regarde les habitations. Moins de 15% des logements sont antérieurs à 1919. Il faut se rappeler que la ville a été créée au début du XXe siècle plutôt qu'au XVIIIe siècle. Et cela se voit dans le logement. C'est aussi une ville qui avait été planifiée en vue de l'expansion en périphérie. C'est ce qui donne
son caractère particulier à la ville de Dublin aujourd'hui. Elle avait aussi, encore avec d'autres villes européennes, l'idée du déplacement hors du centre.